Eh ben, écoutez, je pense qu'on va démarrer notre webinaire du mois de mars avec le printemps. Donc, bienvenue à tous et à tous. Alors, un webinaire, vous allez dire encore un webinaire sur l'IA. Oui, mais c'est un webinaire très particulier, puisque déjà, c'est un webinaire d'ENOA. Et nous allons on a une démarche un petit peu originale, puisque on a choisi effectivement avec ce webinaire de vous présenter un petit peu en avant-première certains résultats du groupe de travail qui avait été lancé déjà l'année dernière sur les usages de l'IA. Donc, groupe de travail effectivement avec des contributeurs adhérents d'ENOA. Et puis, pour mettre ça plus en perspective un peu plus générale, de donner aussi la parole à Jean-Luc Pévrier de Stratis, qui lui nous présentera l'état des lieux qu'il a fait avec une vaste étude, une vaste enquête, avec plus de 1500 répondants à cette enquête sur les différentes pratiques qui aujourd'hui émergent avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, tout de suite, je vais en profiter pour, effectivement, je donnerai la parole à Loïc qui vous présentera un peu plus les travaux de ce groupe de travail et notamment qui abordera aussi les contenus exclusifs qui sont réservés aux adhérents et puis ce qui sera publié très prochainement à l'intention de tous. Et avant de lui donner la parole, je voulais faire simplement vous informer que nous avons eu récemment notre CA du mois de mars pour effectivement définir un peu nos nouvelles orientations. Et j'ai le plaisir de vous dire que nous avons décidé d'avoir des rencontres nationales cette année en novembre. Donc ce sera le 6 et 7 novembre à Angers, dans cette belle ville d'Angers, à l'invitation de la CCI du Maine-et-Loire. Et ce sera un événement un peu particulier car ce sera aussi l'occasion de fêter nos 30 ans, donc 30 ans d'innovation, et de revenir un petit peu sur les évolutions qu'a connu le milieu de la formation digitale au cours de ces 30 dernières années, et puis certainement aussi de réaborder ce gros sujet qui nous occupe tous beaucoup en ce moment, qui est l'IA. Donc, je vous inviterai, écoutez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ces rencontres nationales à Angers. De toute façon, nous vous tiendrons au courant de toute la programmation via nos différents éléments de communication sur les réseaux sociaux ou sur la lettre d'information. Voilà pour cette petite annonce. Tout de suite, je vais donner la parole à Loïc pour peut-être nous présenter un peu plus le groupe de travail et puis les intervenants d'aujourd'hui. Donc Loïc, c'est à toi. Merci Aurélia. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, c'est pas un énième webinaire sur l'IA. On en avait déjà fait bien auparavant, il y a quelques mois, même avant que ChatGPT arrive sur le devant de la scène. On en avait fait 3 ou 4 sur différentes thématiques. Là, on avait décidé d'attendre pour revenir vers vous sur ce sujet, d'avoir finalement les premiers résultats des travaux qu'on a conduits depuis à peu près un an, là, avec une vingtaine d'adhérents. On a partagé un certain nombre de cas d'usage de l'IA en formation, sur 5 grandes catégories d'usage, on va dire sur l'utilisation de l'IA générative, par exemple pour concevoir des parcours de formation, ou deuxième cas d'usage pour produire des contenus, ensuite aussi pour appuyer l'évaluation des apprenants, ou pour mieux accompagner les apprenants, ou pour développer l'accessibilité numérique. Donc en fait, il y a une vingtaine de personnes qui ont contribué à ce groupe de travail et on a produit une quinzaine de fiches de retour d'expérience assez détaillées en fait, qui analysent la forme et le fond, les moyens mis dans les projets et quelles en sont les conclusions en termes d'avantages constatés et aussi en termes de limites ou de risques éventuels. Et donc là, nous sommes en phase de finalisation d'un livre blanc, en fait, qui va faire une dizaine de pages et qui va sortir très prochainement, a priori vers la fin avril, et donc qui sera diffusé. On vous fera un webinaire un peu. Et par contre, donc on aura le détail de toutes les fiches et tous les retours d'expérience hyper détaillés, donc seront réservés dans l'espace adhérent, comme on essaie de le faire maintenant habituellement. Donc aujourd'hui, on vous propose en avant-première deux retours d'expérience qui seront abordés dans ces travaux, en fait, donc avec, je vais prendre dans l'ordre à l'image, là, François Calvé, je sais jamais comment on prononce, du CNAM Pays de la Loire, qui vous présentera une expérience assez intéressante, en fait, très collaborative, en fait,
où finalement l'IA a été utilisée avec des apprenants à la fois comme un outil pédagogique sur la forme et sur le fond. Et puis on va avoir aussi Nassim Bougazi de Open Classroom là, qui va nous expliquer un usage de l'IA pour améliorer l'accompagnement en fait, d'un grand panel d'apprenants, parce que je crois que c'est à peu près 10 000 apprenants qui bénéficient de ce service qui est développé depuis quelques temps. Il avait été présenté aussi à l'époque aux précédentes rencontres des Noix à Amboise. Donc maintenant il y a un certain recul. Voilà, peut-être qu'on veut le dire en entrée. Si on peut passer à la planche suivante, c'était... Ah, je suis pas synchronisé du coup. Pardon. Voilà. Donc on va commencer donc par la présentation de l'enquête par Jean-Luc Curie de Stratis. Donc en fait, comme a dit Aurélia, donc effectivement là ce qui est intéressant aussi je pense c'est la taille de l'échantillon et le fait que c'est une enquête qui mélange deux points de vue, le point de vue des apprenants et le point de vue des formateurs enseignants. Donc c'est voilà. La parole est à toi, Jean-Luc. Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous. Donc une enquête effectivement qu'on a faite en partenariat avec Enoa, qui a été reliée, ça nous a permis d'avoir effectivement, on va dire, un échantillon suffisamment représentatif. On aimerait toujours qu'il le soit encore plus, puisqu'on a eu 664 formateurs, 1110 apprenants, un petit peu plus depuis, mais là, les chiffres que je vais vous présenter ont été arrêtés en fin d'année dernière. Et donc, relayer effectivement cette enquête par l'AFNADIR du côté CFA et le CINOVDES côté des organismes de formation, notamment d'économie sociale solidaire. Donc voilà un petit peu savoir, justement, puisqu'il y a quand même un nombre de CFA important, parmi les formateurs, c'est à peu près 60% de formateurs en CFA qui ont répondu, et puis un petit peu plus de 80% des apprenants. Donc, ayez quand même en tête qu'effectivement, dans ce panel, côté apprenant, il y a une dominante d'apprentis, plus que d'étudiants des cycles supérieurs ou autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Donc, on a pris avec Loïc quelques éléments qui nous semblaient un peu phares. Le premier, c'est que si on regarde du côté des formateurs, il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit par le type d'enseignement. On est à peu près à un même niveau de pratique, hein, donc ceux qui utilisent l'IA, c'est en bleu clair ici. Que l'on soit en enseignement général, en enseignement professionnel, la part est sensiblement la même. Et puis, comme vous le voyez aussi, la répartition est sensiblement aussi moitié-moitié, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle se situent les formateurs. Alors, une petite précision que j'ai peut-être oubliée, c'est que la période à laquelle on a fait cette enquête, hein, c'était d'octobre jusqu'à fin novembre 2024. Ça avait déjà changé par rapport à un premier test que nous avions fait en juin de la même année. Et j'imagine que si on reposait les questions aujourd'hui, nous aurions à nouveau des chiffres qui seraient différents, tellement les usages, alors je ne parle pas des outils, mais les usages évoluent là aussi très rapidement. Dernier point, donc le troisième graphique que vous avez à droite, on voit que plus les enseignants formateurs interviennent dans un niveau, on va dire, d'études élevé, effectivement, plus ils sont utilisateurs de l'IA, exception faite, puisque là on n'est pas sur les mêmes niveaux, de la formation continue, en l'occurrence, pour lesquels on note qu'il y a des formateurs qui sont très utilisateurs aujourd'hui d'IA. Donc voilà pour ce premier zoom sur donc les usages des formateurs et connaître un petit peu mieux leur typologie. Alors on continue sur la diapo d'après, sur effectivement leur pratique. Qu'est-ce qu'ils font effectivement avec cette IA? Vous avez tout un ensemble de propositions qui leur étaient faites, et donc le constat quand même que l'on fait, c'est que ce sont essentiellement des activités qui portent sur le fond et beaucoup moins en fait sur la forme, vers lesquelles ils sont allés. Ce qui, vous voyez, c'est trouver des nouvelles idées, en l'occurrence, approfondir des sujets, voire rédiger ou reformuler du contenu de formation. Donc, ce qui suppose quand même, étant donné que ce sont les usages principaux que l'on a là, ce qui suppose quand même
que ces utilisateurs, ces formateurs ont d'une part une bonne connaissance de comment fonctionnent les IA et donc des risques de biais en l'occurrence qu'il peut y avoir, parce que là, s'ils s'en servent pour proposer du contenu à leurs apprenants, il faut quand même être conscient de ce risque-là. Et puis, qu'ils ont effectivement une capacité d'analyse ou qu'ils pratiquent une analyse des contenus qui sont générés par l'IA, de manière à effectivement pouvoir recadrer un petit peu si cela est nécessaire. Donc, on retient qu'un usage plus pour produire du fond que de la forme, de type améliorer la mise en page ou créer des tableaux, voire créer des présentations. Alors, troisième point, troisième focus que l'on peut faire, toujours concernant donc l'IA, l'usage de l'IA par les formateurs, donc sur la diapo qui suit, c'est ce que ça représente effectivement pour eux. Est-ce qu'ils y ont vu, quelles sont les opportunités qu'ils y ont vues? Eh bien, vous voyez très majoritairement à 85%, ce qui est recherché et l'opportunité principale qui est donc ressortie, c'est qu'on cherche à gagner du temps dans la conception, donc on l'a vu tout par rapport à la diapo tout à l'heure, et puis à la production effectivement des supports, que ce soit des supports de présentation ou que ce soit des supports de cours ou des publications qu'ils ont à faire. Donc c'est vraiment, et on retrouvera ce chiffre-là d'ailleurs du côté des apprenants. Et donc ça, c'est une constante que l'on retrouve aussi, nous, au fur et à mesure des interventions que l'on peut faire auprès des structures de formation. C'est avant tout gagner du temps, automatiser des choses. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite avec l'IA? Je n'ai pas dit mieux. Pour l'instant, la recherche, c'est d'aller plus vite. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres aspects aussi. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation par les formateurs est essentiellement pour leurs propres usages. 70% ne prescrivent pas d'activité à leurs apprenants, alors qu'ils constatent à plus de 80% que les apprenants utilisent l'IA. Donc, il y a un constat, oui, ils l'utilisent, mais moi, je l'utilise pour moi, mais aujourd'hui, je n'utilise pas l'IA pour proposer des activités, voire même autoriser explicitement, sans prescrire véritablement l'usage ou une activité à partir de l'IA, même de passer le message qu'ils peuvent effectivement, que leurs apprenants peuvent utiliser l'IA. Aujourd'hui, c'est quelque chose, enfin, au moment où nous l'avons fait, quelque chose qui n'était pas pratiqué. Alors là, les chiffres que vous avez là sur cette diapo, il faut les relativiser à nouveau. Ce sont les réflexions de ceux qui utilisent l'IA. Bien sûr, on n'a pas on n'a pas questionné, et notamment sur le graphique de droite, qui montre que ceux qui utilisent l'IA ne sont pas inquiets par rapport effectivement à cet usage-là, aux évolutions que ça pourrait engendrer. Donc si on avait eu la réponse, bien sûr, pour l'ensemble de la population, y compris de ceux qui n'utilisent pas l'IA, on aurait bien sûr un ratio qui serait certainement différent. Donc, vous voyez une minorité de gens qui sont inquiets quant aux évolutions de l'usage de l'IA. Alors, on va s'intéresser aux apprenants. Maintenant, je précise, pendant qu'on bascule, que je dirais l'intégralité des résultats, on vous les mettra effectivement, enfin, vous les trouvez depuis le site de Stratis, par exemple, en allant sur le blog, ou je crois qu'il est relié aussi sur le site d'ENOA. Je crois qu'il y a un article qui y figure. Donc, vous retrouverez à la fois les articles et l'infographie dans son intégralité. Alors, du côté des apprenants, on s'est par exemple interrogé sur est-ce qu'il y avait des différences d'utilisation en fonction de l'âge. Et donc, on a de moins de 18 ans jusqu'aux 50-65 ans. Et quels sont les différents usages quand ces apprenants sont en formation, quand ils sont en entreprise, notamment pour les alternants, et dans leur utilisation personnelle. Donc, comme vous voyez ici, on a effectivement une diminution de l'usage au-delà, pour les personnes qui ont au-delà de 35 ans. Et puis, par contre, en utilisation dans la vie personnelle, c'est clair que sur les moins de 18 ans, c'est là que l'on a aujourd'hui un usage, avec notamment une part en gris,
que vous voyez sur le graphique de droite, une part importante, en fait, 20% quand même, déjà, c'est quelque chose d'important, qui utilisent souvent. Je ne parle pas des 4%, des 4% qui l'utilisent tout le temps. Donc, on voit effectivement déjà ces différences-là. Et ce qui est intéressant aussi, on n'a pas mis le graphique ici, mais c'est de faire effectivement un parallèle avec l'usage qui est fait en formation en fonction du niveau de formation suivi. Et donc, ce sont plutôt effectivement les apprenants post-bac qui utilisent régulièrement l'IA. Ensuite, c'est plutôt les stagiaires effectivement de la formation continue, hein, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi. Hein, on met les deux dans la même catégorie. Ils ont plutôt effectivement un usage intensif et dans les deux environnements, que ce soit en formation ou que ce soit en entreprise. Donc, à côté de cela, on constate que la moitié des apprenants qui sont en CAP ou en formation de niveau bac n'utilisent jamais l'IA, et pratiquement jamais l'IA, que ce soit en formation ou que ce soit dans le cadre professionnel. Donc, un usage personnel important, mais des usages en entreprise ou en formation qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément prescrits ou qui ne sont pas forcément cadrés. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur un usage en autonomie, sans cadre particulier, quand on est en formation ou quand on est en entreprise. Ce qui, bien évidemment, diffère de l'usage dans la vie personnelle, qui n'est pas cadré non plus, par définition. Alors, on termine avec les apprenants. Alors, on avait des apprenants qui étaient très, très consciencieux, qui ont bien répondu notamment à cette question. Et on a souhaité vous en présenter justement les résultats parce que, on va dire que ça dénote une prise de recul de leur part quant à l'utilisation effectivement de ces outils, puisque quand même, quand on voit que 28% déclarent qui considèrent que pour eux-mêmes, il y a un risque de perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a plus l'IA, je ne sais plus faire. Il faut ramener ça à l'utilisation massive qui est faite aujourd'hui de l'IA en remplacement des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% notamment ont déclaré qu'ils posaient plutôt la question à l'IA plutôt qu'à un moteur de recherche. Revenons quelques années en arrière où on disait la première des questions qu'on pose, on la pose à Google. Aujourd'hui, effectivement, on la pose plutôt à une IA. Alors d'ailleurs, les IA ne sont pas forcément... alors ChatGPT, même si ChatGPT arrive en tête, on a chez les apprenants des utilisations d'IA plutôt... également des outils qui sont intégrés aux réseaux sociaux. Donc on voit la perte d'autonomie, ils sont conscients effectivement des risques de tricherie qu'il peut y avoir, de l'accès et de l'utilisation de leurs données personnelles. Donc ça ne les freine pas dans leur utilisation, mais il y a, on va dire, un début de prise de conscience quant au risque que l'utilisation quand même peut représenter, mais ce qui ne veut pas dire quand même qu'ils ne vont pas l'utiliser. Voilà. Merci Jean-Luc. Alors, j'avais juste une petite question qui était posée par justement dans le chat par rapport à la mention de l'inquiétude que ça pouvait susciter, où Benoît Vigour nous demandait inquiet par rapport à quoi. Est-ce que c'était plutôt les aspects écologiques, sociétaux? Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui nourrissait, qui pouvait nourrir cette inquiétude? L'inquiétude chez les formateurs, Oui, hein, donc. tout à fait. Alors, je vais essayer de vous retrouver la réponse précisément. Et puis, donc, j'ai vu qu'il y avait une question sur effectivement sur les apprenants. Voilà. Alors, le côté inquiétude, on avait, alors c'est un peu l'inquiétude, c'était oui, non, et derrière il y a tout un verbatim, bien évidemment. Alors, dans le désordre, déshumanisation de la formation, je préfère l'intelligence réelle. Ça va remplacer notre job. Une inquiétude parce que les élèves y ont recours systématiquement et donc ils craignent qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et aussi des inquiétudes sur
qu'on a déjà constaté avec le numérique, des gens qui disent, oui, mais le métier d'enseignant est en train de devenir un métier d'animation, et c'est pas du tout ça que moi j'ai envie de faire. Pardon. Voilà, donc une forme de crainte sur la place que prend l'IA au détriment effectivement de la place du formateur. Oui, enfin, d'être remplacé par la machine. Oui, donc on est toujours effectivement sur effectivement cette crainte-là, qui était déjà le cas avec l'arrivée du numérique et notamment de la formation à distance au début et formation digitalisée en général. Je vois que l'enquête a été faite auprès de 1110 jeunes qui ont répondu. Enfin, jeunes et moins jeunes, hein, parce que, oui, pardon, on dit jeunes, mais 1110 apprenants, dont effectivement une grande majorité sont en moins de 26 ans aujourd'hui. Je vais vous donner précisément, si vous voulez, c'est... on a 18, on a 80% effectivement moins de 26 ans. Peut-être une dernière question avant de passer à la suite. En fait, est-ce qu'on a une petite idée sur le pourquoi en fait l'IA est moins utilisée sur certains niveaux de formation alors que les apprenants le peuvent l'utiliser à titre personnel en fait? Au niveau des formations, ça rejoint la question qu'on a posée aux formateurs sur combien prescrivent de l'usage. Hein. Donc l'idée, c'était est-ce que vous l'utilisez, est-ce que c'est utilisé dans le cadre de votre formation? Alors là, on n'est pas descendu à, on va dire, au niveau de finesse supplémentaire qui serait de dire si vous l'utilisez en formation, est-ce que c'est sur ce point-là parce qu'on vous l'a prescrit ou parce que vous en faites une utilisation de votre propre initiative. Mais compte tenu qu'effectivement on a une grande majorité, qu'on a quasiment les 3/4 effectivement des enseignants formateurs qui ne prescrivent pas ou qui n'incitent pas l'utilisation effectivement de l'IA, c'est très lié donc du coup à cet usage-là. Donc l'usage des apprenants est très lié aussi aux prescriptions que peuvent faire les formateurs, ce qui quelque part a du sens quand même. Merci Jean-Luc. On va enchaîner. Du coup, si vous avez d'autres questions pour Jean-Luc, on va vous les poser dans le chat, on les prendra aussi peut-être à la fin. Donc du coup, on va passer à 2 cas d'usage où effectivement là, l'utilisation de l'IA est prescrite, voire conseillée ou proposée, on va dire. Nassim et François vont nous en dire plus en fait. Donc on va commencer par Nassim, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, ici, on va parler du retour d'expérience sur comment Open Classrooms a intégré l'intelligence artificielle dans ses pratiques pédagogiques. Et tout d'abord, je vais commencer par repositionner Open Classrooms dans le paysage. C'est un organisme de formation 100% en ligne, dont l'accompagnement se fait principalement sur la partie humaine via un mentor, avec un rendez-vous hebdomadaire pour l'apprenant. Et lui, il a des projets à réaliser. L'apprenant doit réaliser un certain nombre de projets et son mentor, qui est un expert métier externe à Open Classrooms, doit lui le rencontrer chaque semaine pour le guider dans la réalisation de ses projets. Donc ça, c'est pour vous repositionner où est-ce qu'est Open Classrooms et pourquoi on va pas. Je vais me concentrer sur l'accompagnement 100% en ligne. Donc nous, on s'est posé une question, c'est au-delà des aspects communautaires qu'il y a pu avoir entre les différents apprenants, parce qu'on leur met en place un réseau social, l'aspect d'accompagnement technique avec ce mentor toutes les semaines, et de l'autre côté, l'aspect d'accompagnement, mais plus administratif. Comment on fait pour avoir plus d'accompagnement technique, donc accompagner plus, et comment accompagner mieux qu'avec uniquement des ressources. Parce qu'on va leur donner déjà beaucoup de ressources pour qu'ils se forment avec ces ressources-là, qu'elles soient d'Open Classrooms ou externes, pour leur donner un panel d'informations, qu'ils puissent travailler à partir de ça pour créer leur projet. Donc, nous, notre question, c'est comment on a quelque chose de plus ajusté, comment on a une information plus pertinente, plus ajustée à leur contexte dans la formation, en dehors de ces temps avec leur mentor. Donc là, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, l'objectif ici, plutôt les objectifs sont d'une part d'améliorer l'expérience pédagogique pour un sentiment d'accompagnement tout au long qui
qui se renforcent, mais aussi de renforcer leur autonomie, parce qu'on va avec l'intelligence artificielle, entre autres, comment ils vont pouvoir prompter, comment ils vont pouvoir faire des recherches avec de l'intelligence artificielle, mais également comprendre les mécaniques qu'il y a derrière et comprendre la mécanique de vérification de l'information. Derrière, ça a aussi appelé une optimisation des temps synchrones. Donc, ils ont 7 temps synchrones avec leur mentor chaque semaine. Comment mieux préparer ces temps synchrones? Comment on va leur donner plus de comment on va leur permettre d'aller plus au centre des choses qui vont les importer, moins perdre de temps sur des choses auxquelles ils auraient pu trouver l'information sur lesquelles ils auraient pu trouver l'information autrement ou ailleurs. Tout ça aussi, c'était lié avec le fait que l'IA est quelque chose qui émerge dans les pratiques. Jean-Luc l'a montré, justement avec l'évolution des habitudes juste avant. Et donc, évolution des pratiques, on a souhaité, également prendre à partie ça pour se dire: «Comment on ne crée pas de sentiment de triche, chez nos apprenants, mais comment on les encourage à l'utiliser et de la bonne manière?» Donc ça passe par, plein de choses. Ça va passer par, la façon dont on va le configurer, comment on va leur mettre à disposition, comment on va leur communiquer. Hem, Ça va poser tout un panel de questions de comment on l'intègre à la pédagogie et comment on le communique et comment on on déculpabilise ceux qui culpabilisent de l'utiliser et comment on encourage ceux qui ne l'utilisent pas du tout et qui sont réfractaires à, adopter une nouvelle technologie qui est présente et qui est même très présente aujourd'hui dans pas mal de contextes. Donc pour ça, on a eu aussi la question de les accompagner. Donc au-delà d'intégrer un nouvel outil, comment on va les accompagner, ces publics-là, ces personnes qu'on forme au jour le jour? Et cette formation, aux usages de l'IA, on ne l'a pas obligée, mais on l'a conseillée et on l'a mise à disposition de tout le monde, en créant des cours, 100 gratuits, c'est-à-dire soit dans le contexte Open Classrooms ou en dehors. Le public qui a été visé par ces objectifs, c'est aujourd'hui l'ensemble des apprenants des 67 formations longues ou des bootcamps qu'on a créés. Donc si on passe à la suite, le projet, comment il s'est construit? Heu, la question c'est est-ce qu'on doit créer un tuteur IA générative intégré au projet? Et si on doit l'intégrer, comment il va s'appeler? Aujourd'hui, on l'a appelé Compagnon, quand on l'a créé. Ça a amené beaucoup d'équipes à travailler dessus, donc autant personnes de l'équipe pédagogique, des équipes techniques, mais principalement des équipes pédagogiques et techniques, également produits pour le concevoir, sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, je dis que ça a à peu près duré 12 mois ce projet, dans le sens où on a eu toutes les phases de conception, de réflexion, toutes les phases où on y a réfléchi, toutes les phases où on l'a testé, enlevé, remis sous différents formats aussi. Et ce chat de discussion, il est basé sur ChatGPT-4 à la base. Au fur et à mesure du temps, ça bouge un peu. C'est pas fixe. Aujourd'hui, on continue de faire des changements dessus pour l'ajuster avec, pas mal d'étapes clés dessus pour nous. C'était l'identification des, besoins et des usages. Donc, d'où l'implication des équipes pédagogiques surtout, pour comprendre quels sont aujourd'hui les besoins des apprenants, où est-ce qu'on peut leur apporter de la plus-value en ajoutant de l'intelligence artificielle, quels vont être les usages. Donc, pourquoi on leur met de l'intelligence artificielle? Là, entre autres, on avait des besoins d'accompagnement, plus renforcés à certains endroits pour certaines personnes. Donc ça, c'est ce qui nous a motivés, avoir une assistance aussi 24/24 et en prenant en compte la méthodologie dont je parlais, qui est dans la case juste à côté, le RAG, en fait, qui est le fait que nous n'avons pas pris de l'intelligence artificielle et intégré brutalement sur la plateforme, pour dire: voilà de l'intelligence artificielle, utilisez-la, promptez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Non, heu, il y a eu 2 choses. D'une part, on a utilisé de l'intelligence artificielle, mais sur, des infrastructures sur lesquelles
si je parle d'un point de vue purement technique, toutes les données entrées ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle qu'il y a derrière. Donc les données restent sécurisées, en tout cas un minimum. Et de l'autre côté, on avait la question de jusqu'où on va en fait avec ce qui est généré comme réponse. Donc l'enjeu, c'était de brider à certains endroits, mais également de lui donner la bonne connaissance. Donc avec le RAG, on a mis les données des projets Open Classrooms dans cette intelligence artificielle pour l'entraîner sur nos données, sur les contextes des projets que les étudiants vont réaliser, pour qu'ils les comprennent, pour qu'ils les ingèrent et qu'ils puissent également leur donner des réponses les plus pertinentes possibles à partir de ce qu'il a et de ce qu'il sait. De l'autre côté, on avait la question du coup de la aussi, c'était pour les encourager, pardon, à ne pas aller sur d'autres outils d'intelligence artificielle parce qu'on sait qu'ils le font et c'est là où ça nous gêne. C'est là où ça peut devenir gênant, en fait, parfois. C'est que les autres, on ne les maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce qu'ils font avec, on ne maîtrise pas la réponse. Hem, du moins, on la maîtrise moins que si on avait pris un outil d'intelligence artificielle qu'on a mis sur notre plateforme et qu'on a entraîné avec nos données, mais qu'on a prompté nous-mêmes pour faire en sorte qu'il corresponde à ce qu'on attend en termes de ton, mais aussi en termes de réponse. Donc c'est là aussi où il a été configuré en fonction des usages, et des besoins qu'on rencontrait, auprès de nos apprenants. Donc tout ça, ça a duré sur, toute une année. Aujourd'hui, ça fait à peu près 2 ans que c'est déployé, il me semble et on a fait beaucoup de tests. On l'a développé au fur et à mesure, sur différentes filières. On ne l'a pas balancé d'un coup. On a commencé notamment au début avec les filières de développement informatique. Pour les développeurs, on a essayé de le mettre relativement vite en ligne, parce qu'on savait qu'il y aurait sûrement un intérêt plus fort, parce qu'on savait qu'ils utilisaient sûrement déjà de l'intelligence artificielle pour une partie d'entre eux. Donc en prenant ces hypothèses-là et aussi en fonction des retours qu'on avait de leur part, on l'a développé d'abord pour eux, pour qu'ils fassent les tests, pour voir le niveau d'adoption et jusqu'à le déployer, sur toutes les formations et ça touche à peu près 10 000 apprenants. Hem, Tout ça, c'est à géométrie variable en fonction des mois, des années, tout simplement parce qu'on fonctionne sur un mode d'entrée-sortie permanente. Hem Et au final, tout ça, on a vu qu'au début, un taux d'adoption qui était assez faible et qui a été, augmenté plus tard. Mais ça reste très différent d'un apprenant à l'autre ou d'une filière à l'autre, parce que l'accompagnement est individualisé avec un mentor et le mentor, si lui est convaincu par la solution, l'a encouragé. S'il n'a pas été convaincu, il ne l'a pas forcément encouragé, même si l'étudiant est totalement libre, de le faire ou non. Parfois l'accompagnant a aussi un rôle de sponsor, à certains égards pour pouvoir, valoriser ou non la solution. Et voilà. Donc les avantages qu'on a repérés à partir de ça, c'est une préparation asynchrone améliorée. Donc là, le but, c'est ils ont ce moment synchrone, comme je disais tout à l'heure, comment on arrive à attirer le meilleur de ce moment synchrone, comment on le prépare mieux, et comment on prend moins de questions, sur lesquelles on aurait pu avoir des réponses plus simplement ailleurs parce qu'on recherchait une définition, par exemple, qu'on n'arrivait pas à obtenir ou qu'on comprenait pas forcément et avoir cet agent conversationnel, ça permettait, d'avoir des réponses et de continuer à poser des questions, en fait et de creuser, en fait, la compréhension d'une notion. Une autonomie renforcée, en conséquence, parce qu'on les autonomise à travers l'outil, mais aussi comment on les autonomise à utiliser l'outil et c'est là où on a mis en place les formations dont je parlais, les différents cours, l'usage de ChatGPT, qu'est-ce que c'est l'IA, mais aussi comment on s'en sert dans une formation, comment on s'en sert dans un contexte pédagogique. Donc on a essayé de déployer différents cours pour essayer, d'y répondre au mieux. Hem, L'accompagnement technique continu, ce que je disais justement avec l'exemple des développeurs, également la complémentarité pédagogique avec, les différents rôles qu'on peut identifier chez nous parce que c'est pas forcément des personnes qui vont être 24/24, mais si quelqu'un fait,
des recherches le soir ou le matin très tôt et qu'il n'y a personne pour lui répondre, le compagnon est là pour l'accompagner, autant sur des aspects purement théoriques, mais aussi techniques pour le guider sur la réalisation technique à certains moments de ses projets. Et donc, dans tout ça, dans cet accompagnement, derrière, il y a le bénéfice aussi de l'auto-formation pour ceux qui arrivent à le maîtriser et à l'utiliser, de la façon la plus poussée, en fait. Ceux qui arrivent à comprendre comment le prompter et lui faire ressortir le meilleur de ce qu'il a, c'est aussi un moyen de s'auto-former à certains moments. Hem, Ça a causé, plutôt posé des questions, ou des inquiétudes. Aujourd'hui, c'est pour nous, comment on clarifie le rôle du mentor, même si pour nous, il est clair dans notre vision, hem, les plus réfractaires vont avoir une hésitation et un peu de peur. Donc toujours, la question de la communication. Comment on communique auprès des mentors, sur l'accompagnement? Qu'est-ce qu'il devient? Quel est leur rôle? Parce qu'en fait, leur rôle reste essentiel, il n'est pas remplacé, il est, complété. Et ce qu'on veut, c'est plutôt mieux préparer ce moment avec les mentors, c'est-à-dire aider, l'apprenant à mieux appréhender ce moment pour qu'il arrive et que ce soit aussi plus efficace avec le mentor. La prévention aussi des copier-coller, ça a aussi, aujourd'hui, vérifier est-ce que c'est pas du copier-coller purement de cette intelligence artificielle, ça pose des questions. Après, d'où le fait qu'aussi, on essaye de brider au maximum, certains types de réponses. De l'autre côté, l'élargissement des formats, heu, l'intégration de formats autres, que les chats et l'écrit, parce qu'aujourd'hui, c'est ciblé sur de l'écrit, et de la réponse écrite. Donc demain, ce sera la question de comment on rend ça peut-être plus inclusif pour des personnes en situation de handicap, cognitif ou moteur, que ça pourrait gêner. Et le suivi continu des usages. Donc, on l'a mis en place et déployé grandement, mais, on veut des résultats les plus probants possibles sur les usages, au fur et à mesure du temps. Donc on doit observer, les différentes évolutions qu'il y a au fur et à mesure du temps, tant dans les usages, mais aussi de les réponses, de l'intelligence artificielle. Voilà pour cette partie-là. Peut-être juste rapidement répondre à une question avant de donner la parole à François. Sur, la question autour de l'accompagnement de la part d'Open Classroom à l'usage de ce compagnon. Oui, Est-ce qu'il y a eu un accompagnement mis en place? Un Oui, accompagnement par exemple au prompting ou à voilà, à l'utiliser? oui, oui, il y a eu justement, ces cours qui ont été mis en ligne sur, l'apprentissage du prompting, principalement, ça a été pris avec l'exemple de ChatGPT, mais du coup, des cours, et des ressources sont totalement mises en ligne et à disposition des étudiants et même on leur recommande, en fait, dès le début, de suivre ces cours pour apprendre l'usage du prompting et l'usage, du compagnon IA plus spécifiquement dans le cadre de leur projet. Merci Nassim. On donne tout de suite la parole à François. François Calvez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc François Calvez, je suis directeur du pôle innovation pédagogique au CNAM des Pays de la Loire. On est basé à Nantes, mais on rayonne sur toute la région. Donc les usages au CNAM, on s'organise au niveau national et dans le réseau sur les usages de l'IA. Nous avons aussi quelques usages en Pays de la Loire. Et pour autant, dans le cadre d'ENOA, ce que je proposais de faire comme retour, c'est un retour d'un de nos clients, puisque le pôle innovation accompagne en prestation des formateurs d'entreprises ou de centres de formation sur, entre autres, l'usage de l'intelligence artificielle en pédagogie. Et donc là, c'est bien un retour concret d'un de nos clients. Alors, je peux le citer puisque j'ai son autorisation, donc il s'agit de H3O, qui nous a confié donc l'accompagnement de ces formateurs. Donc, on a organisé, notamment dans le déroulé pédagogique, il y a un focus que je propose sur un atelier qui s'appelle expérimenter l'usage d'un bot personnalisé. Donc, un bot personnalisé, c'est concevoir un chatbot qui a une certaine identité, entre guillemets, et qui va répondre à certains comportements, on va dire, que j'attends de lui. Il s'agit d'un cours de communication commerciale auprès d'un public qui suit un titre professionnel négociateur technico-commercial. Donc là, le cours, c'est sur la communication commerciale, l'objectif étant de
accompagner les élèves à s'entraîner à la vente d'un produit face à un client, qui en l'occurrence va être un client virtuel qui est un bot, et donc d'utiliser le vocabulaire, un comportement adapté, respecter les étapes commerciales. Donc, c'est de mettre les élèves en situation simulée de commercialisation. On part sur la situation pédagogique sur la slide d'après. Ce qui est important de rappeler, c'est que l'usage de l'IA et de ce bot ne se fait pas ex cathedra, d'un seul coup parachuté, sans une progression pédagogique et sans un usage qui a été pensé par la formatrice. Donc, il y a bien d'abord un premier temps qui est un temps hors IA, hein, il s'agit de former à la question de la négociation commerciale. Ensuite, la simulation de la négociation avec le bot qui s'est réalisée en collectif, donc en mini-groupe. Et un troisième temps qui est le débrief et qui est la question qu'avez-vous retiré de cela en termes donc une approche réflexive. Voilà, donc là, le prompt, alors je vais venir sur la situation, donc on passe à la slide d'après. Ou non, on peut rester du coup, pardon, sur la précédente. Sur la simulation, nous, on a proposé à la formatrice d'aller sur POE, hein, qui est une plateforme qui propose plusieurs solutions, qui agrège plusieurs solutions d'IA. Et donc, sur une version freemium, donc choisir un modèle de langage de manière à créer son bot. La formatrice, elle a donc paramétré son bot, elle lui a donné une identité, si je puis dire, en lui demandant d'adopter tel type de comportement quand on allait lui poser des questions, de pas trop poser de questions, sauf si on lui demandait effectivement s'il avait des questions. Également de faire en sorte que l'apprenant puisse passer par l'ensemble des étapes de la commercialisation. Donc, il y avait des contenus qui étaient livrés donc, à ce bot en amont. Et la formatrice a mis à peu près 2 heures, ce qu'elle a dit, pour tester son prompt. Donc, elle a prompté tout ça de manière à donner des consignes à ce bot et à tester en situation d'élèves, d'apprenants, donc pour savoir si le bot réagissait comme elle le souhaitait en termes d'attendu pédagogique. Elle a mis à peu près 2 heures à affiner son prompt de manière à avoir un bot donc un client virtuel qui réagissait de manière assez pertinente d'un point de vue situation d'apprentissage, donc dans laquelle elle allait mettre ses apprenants. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Donc l'intérêt pédagogique pour la formatrice, déjà, c'est d'élargir la boîte à outils du formateur, de la formatrice. Et c'est comme ça qu'on le voit en tous les cas. Il y a bien une compétence qui est une compétence de formation, d'enseignement, compétence pédagogique, et c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ces différents outils de façon à répondre à des objectifs pédagogiques qui sont clairement définis et attendus. L'autre gain, c'est la stimulation de la créativité. Ça permet effectivement pour un formateur, une formatrice de se poser la question qu'est-ce que je peux en faire pour atteindre mon objectif, de sentir qu'il y a des possibilités de simulation, en l'occurrence ici, et de voir comment effectivement ça peut être utilisé dans cette situation pour atteindre l'objectif pédagogique. Troisième intérêt, c'est d'aller vers des pédagogies beaucoup plus actives qui mettent en situation d'apprentissage les apprenants et aussi, on le verra pour eux, vers quelque chose qui est un peu plus motivant, mais on y viendra tout à l'heure. L'individualisation possible, là en l'occurrence dans l'expérimentation, elle avait un petit groupe d'apprenants et elle avait plutôt souhaité le faire en collectif, c'est-à-dire qu'elle avait projeté donc son bot à l'ensemble des élèves via vidéoprojecteur et le prompt était réalisé, donc le dialogue avec le bot était réalisé en collectif avec les élèves. C'était les élèves qui se concertaient entre eux de manière à réagir à la situation et l'objectif était d'aller jusqu'à la vente d'un produit
Donc, il y avait une décision collective, médiation de la formatrice, mais c'était bien des décisions collectives entre apprenants pour se mettre d'accord sur comment ils allaient interagir avec ce bot, et comment ils allaient poursuivre ce dialogue, cet échange avec ce bot, en fonction des réponses qui leur étaient apportées. On aurait pu individualiser la situation, de dire chaque élève, donc on communique le lien du bot à chaque élève, et du coup, chacun est en situation individuelle de face à face avec un client virtuel, de manière à expérimenter sa connaissance de la négociation commerciale. Ça aurait pu se faire aussi en petits groupes de 2 à 3 pour quand même les mettre dans des situations collaboratives. Donc, plusieurs situations, en tous les cas, est envisageable, et l'individualisation peut aussi en être une. Ce qui est intéressant, aussi en termes d'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui peut se rejouer assez facilement. C'est-à-dire, certes, elle a passé quand même 2 heures à affiner son bot. Pour autant, c'est quelque chose que donc son bot existe et peut être rejoué auprès d'autres élèves ou d'autres promotions ultérieures. Donc, ça veut dire qu'elle a un outil pédagogique à sa disposition pour pouvoir le rejouer ensuite. Pour les apprenants, la constatation, il y a une simulation assez proche, malgré tout, de la réalité. Alors, assez proche, c'est pas un être humain donc ils avaient en face d'eux, mais ils avaient donc un bot qui simulait le comportement d'une personne, et avec tout le caractère imprévisible également, alors qui peut être un peu déroutant pour la formatrice elle-même, parce qu'elle a beau avoir formaté, paramétré son bot, pour autant l'IA réagit de manière imprévisible. Donc, mais c'est un caractère pédagogique aussi intéressant au regard de la situation de simulation de vente. Donc, ça permet aux apprenants de s'entraîner à s'adapter à certaines situations. Leur réaction, a priori, était ils s'attendaient à quelque chose de plus normé, de moins imprévisible que les réactions que pouvait avoir le bot. Il y a une dimension ludique tout de même qui est de mise en situation, qui est assez motivante pour les apprenants. La notion collaborative et de confrontation cognitive par rapport à comment on réagit à cette situation-là permet, par rapport à l'apprentissage initial sur la négociation commerciale, de confronter ses connaissances et de se dire, tiens, comment on pourrait répondre, comment on pourrait, de manière à arriver jusqu'à la vente. Et puis, il y a une posture réflexive qui est quand même inhérente à l'apprentissage. Et ça, c'est dans le débrief, justement, c'est de revenir sur cette situation pour dire à un moment donné, OK, comment vous avez vécu cette situation, qu'est-ce qui vous a surpris, est-ce que vous pensez que vous avez répondu de la bonne manière, etc. Donc, d'avoir vraiment un débrief derrière de cette expérience pour qu'elle soit le plus apprenante, la plus apprenante possible. Voilà, quelques points de vigilance tout de même, c'est que, je l'ai évoqué, donc l'écriture itérative du prompt au début, ça peut être un peu chronophage. Voilà, ça a pris quand même 2 heures. Le caractère imprévisible du bot qui peut faire en sorte que le formateur ou la formatrice sont un peu bousculés dans leur zone de confort, parce que je ne maîtrise pas ce qui va être les réactions du bot. Donc, ça peut être, après, voilà, on est dans une simulation face potentiellement à quelqu'un qui pourra réagir comme on n'a pas réagi. Donc, il y a un intérêt pédagogique, mais pour autant, ça peut être déroutant. Et sur la version gratuite, en version freemium, on est limité en termes de tokens, donc en gros de prompt. Et le risque, c'est que sur une version freemium, on ne puisse pas, en situation pédagogique avec les élèves, d'aller jusqu'au bout, puisqu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, il faut avoir ça en tête. Et peut-être que si c'est pertinent, d'aller sur des solutions, comme évoqué Nassim tout à l'heure, avec des systèmes d'IA intégrés dans son organisation, ou sur des licences payantes sur certains modèles de langage qui me permettent de faire cette activité. Voilà, c'est bien POE, effectivement, POE, qui est un agrégateur, une plateforme qui propose plusieurs solutions d'IA, plusieurs modèles de langage. On y retrouve ChatGPT, Mistral, etc. Voilà une conclusion, une phrase que je vous propose, mais que je
c'est une phrase comment le CNAM accompagne sur la question de l'intégration du numérique et du digital dans la pédagogie depuis de nombreuses années. Et cette phrase, on la disait déjà à l'époque, avant l'IA et à l'époque de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Et donc, il faut bien le considérer comme un outil. Alors certes, il est beaucoup plus puissant que les précédents, mais il faut bien se poser la question de l'usage pédagogique. Il faut que les formateurs et formatrices soient formés à ces outils. Si je ne sais pas qu'ils existent, si je ne sais pas comment les utiliser, quelles sont les potentialités. Et si je ne me questionne pas sur comment je peux les utiliser au service de ma pédagogie. Donc, c'est bien la pédagogie, elle n'est pas dans l'outil, elle est bien aux mains des formateurs et des formatrices, aux mains des pédagogues qui formés à l'outil vont pouvoir en penser les usages. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis, mes collègues et moi-même sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci François. Il y a plusieurs questions, on va peut-être en prendre 2-3 là. Une première, là, finalement, les élèves ont-ils eu accès au prompt qui avait été préparé par la formatrice? Ça pourrait être intéressant de leur faire construire ce prompt. Alors, je n'en ai pas connaissance. Quand je disais, pour le retour d'expérience, cette enseignante, je ne lui ai pas posé la question, donc je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant d'un point de vue effectivement pédagogique, parce que ce qu'évoquait tout à l'heure Nassim, et j'adhère complètement, c'est que c'est aussi un moyen d'accompagnement à l'usage de l'IA de ces apprenants, montrer comment on peut l'utiliser d'un point de vue pertinent, et donc de montrer le prompt qui a été réalisé de manière à ce que potentiellement eux puissent monter des entraînements à partir d'une expérience qu'ils ont vécue avec leur formatrice, pour se dire, maintenant, moi, si je veux reproduire ce type d'entraînement seul dans un autre contexte, et donc du coup, c'est quoi le prompt qui serait pertinent de réaliser. Donc, je n'ai pas la réponse, mais oui, ça serait intéressant, effectivement, en termes d'apprentissage, de se dire, et maintenant, je vais vous montrer le prompt que j'ai fait, de manière à ce que vous puissiez en avoir usage de votre côté, ou mieux comprendre comment tout ça s'organise, ça se prépare, et que ce n'est pas la machine qui, toute seule, répond de manière magique, parce qu'on trouve toujours cette notion-là. Hein. Il a plus que jamais, c'est des notions anthropologiques sur l'application digitale qui va solutionner tous les mots, comme je le disais tout à l'heure, tous les mots de l'apprentissage. C'est l'outil magique, c'est super, c'est vraiment incroyable ce qui se passe, mais ça n'arrive pas comme ça. Ça a été effectivement, en l'occurrence, formaté pour arriver à un résultat qui semblait opérant. Donc c'est important en termes d'apprentissage, oui. Autre question, peut-être? Peut-être une autre question, oui. Parce qu'effectivement, quand on utilise des IA, surtout si elles sont diverses et multiples, tu l'as dit, il y a des comportements un peu imprévisibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans la construction du vote pour limiter les hallucinations? Et puis plus technique, je ne sais pas ce que vous entend par la question, peut-être l'entraîner sur des scénarios en branchement. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des hallucinations. Justement, de le préparer en amont permet de lui donner des contenus et de lui dire, je souhaite que tu réagisses par rapport à ces contenus-là. Donc, ça limite des hallucinations possibles. De vraiment guider le type de comportement attendu, réaction attendue, permet de limiter les hallucinations. Pour autant, on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'à un moment donné, ça soit... non, c'est pas du tout un RAG. Hein, là, on paramètre dans un modèle de langage classique. Là, je n'ai plus en tête si c'était... Je crois que c'est ChatGPT qui a été utilisé. Donc, simplement, le bot permet de faire un focus sur, voilà, je te demande sur une activité pédagogique de te comporter de telle ou telle manière, de manière à créer une activité pédagogique ponctuelle sur quelque chose que je souhaite expérimenter avec mes élèves. Donc, on n'est pas à l'abri d'hallucinations quand même. D'où la médiation. Ce qui est intéressant, c'est là, en l'occurrence, fait dans un cours avec une formatrice, on a toujours la médiation possible quand même, notamment dans le défi. Peut-être une dernière question qui va s'adresser à vous deux.
ou à vous trois même en fait, qui étaient passés dans le chat tout à l'heure. En fait, c'est finalement pour ceux qui seraient réticents ou qui auraient du mal ou qui veulent attendre, quels seraient vos arguments pour encourager les usages de l'IA sur les apprenants qui ont peur, finalement, quelque part, peut-être. Ça s'adresse du coup à Sur les François et à formateurs ou Nassim. les apprenants? Sur les Je formateurs? pense c'est par les apprenants. Enfin là, du coup, dans les cas que vous nous avez présentés, finalement, c'était un peu conseillé ou imposé, ou c'était au cœur de la pédagogie, comment dire, mais finalement, pour des apprenants qui hésiteraient à aller vers l'IA, finalement, est-ce que vous avez des arguments avancés? Je peux juste y répondre en premier parce que j'ai la parole, je laisserai mes collègues après y répondre. Déjà, si dans un cadre pédagogique avec leurs enseignants, enseignantes, formateurs, formatrices, les élèves sont amenés à utiliser l'IA, il y a un rôle d'éducation et de formation autour de ces usages. Et donc, c'est d'accompagner effectivement les usages et de les inciter à comprendre comment ça marche, à ne pas en avoir peur, et aussi à bien comprendre que, encore une fois, ce n'est pas l'outil magique et que comment je peux éviter ce que disait Nassim, le copier-coller bête et méchant. Derrière, il y a un gros enjeu, on en discutait avec mes collègues ce matin encore, puisqu'on forme un certain nombre, beaucoup d'enseignants et de formateurs à ces usages. Et la question derrière tout ça, c'est l'abêtissement, entre guillemets. C'est que soit je vais utiliser de manière assez... en gros, je vais considérer que l'IA fait le job à ma place, moi en tant qu'apprenant, et ça va me permettre d'éviter de réfléchir. Soit, effectivement, je me pose la question, c'est comment ces outils-là peuvent m'aider à mieux apprendre, à m'aider dans mes apprentissages de manière intelligente. Donc, et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est sur comment on travaille sur ces questions des usages pédagogiques, autant du côté formateur que du côté apprenant, pour que ça soit un véritable outil au service de l'apprentissage et pas quelque chose qui permette de rapidement faire un travail que je restitue sans y avoir réfléchi. Ça, c'est loupé. Merci. Peut-être Nassim, je te vois hocher de la tête, tu veux rajouter un truc par rapport à... Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit par François, en fait. C'est vraiment cet aspect-là que j'aurais abordé également. C'est pour ça que je sais de la tête. J'ai pas j'ai pas vraiment plus à dire. Je suis exactement du même avis sur cette partie-là. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est et à quoi ça leur sert, et surtout pas que c'est un outil magique pour donner une réponse, mais bien un outil d'assistance pour nous aider à apprendre. Jean-Luc, peut-être avant de conclure, si tu avais un dernier mot à ajouter, toi, sur le côté comment on embarque les apprenants sur cette question-là? Alors, le comment on embarque les apprenants, je crois que là, on avait deux super Oui, voilà. retours d'expérience, parce que c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, comme je disais, qu'on a du mal qu'on a eu du mal à juger au moment où on a fait effectivement l'enquête, et j'ai envie d'être positif justement là-dessus et de me dire que depuis cette période-là, ce qui fait bientôt 6 mois, on imagine qu'effectivement qu'on ait des formateurs qui soient passés à cette étape de prescrire, d'imaginer des activités, d'imaginer des usages comme ceux qui ont été présentés là, où ce sont donc les apprenants qui, non seulement qui utilisent, mais que l'on forme à utiliser, qu'on accompagne dans les usages effectivement de l'IA, soit à l'initiative des formateurs, soit encore mieux, comme on vient de le voir, à l'initiative de la structure elle-même, qui imagine un projet, qui met en place une démarche, qui accompagne ses formateurs aussi pour les faire dans le développement de ces projets-là, avec une question de cohérence, parce que ce qui transparaît, ça n'a pas été évoqué, mais c'est quand même quand les utilisations, qu'elles soient de la part des apprenants ou de la part par les formateurs, est faite à titre individuel sans cadre, ben c'est que justement, on s'aperçoit que les uns et les autres sont demandeurs de ce cadre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on utilise, comment je suis accompagné. Il y a une demande, hein, on n'en a pas parlé, mais côté apprenant comme côté formateur, il y a une demande d'être accompagné. C'est pas simplement être inscrit dans un MOOC ou une formation, même en présentiel. C'est vraiment une forme d'accompagnement.
y compris par rapport justement aux questions qu'ils se posent, hein, sur ces questions. François parlait d'abêtissement, c'est la crainte qu'ont exprimé les apprenants sur la perte d'autonomie. Ils sont conscients effectivement de ça. Donc comment est-ce que effectivement, moi en tant qu'utilisateur, formateur ou apprenant, je peux être les deux d'ailleurs, hein, formateur et apprenant à un certain moment, comment je me prémunis contre des usages qui finalement peuvent m'entraîner dans quelque chose vers lequel j'ai pas vraiment envie d'aller, mais qui nécessite que ma structure m'aide à fixer ce cadre-là. Et puis il y a la nécessité, je crois aussi que vis-à-vis c'est une demande, hein, qui est faite aussi, c'est comment je fais part aux personnes et notamment à mes clients, on va dire, que sont les apprenants en tant que formateur, comment je suis transparent dans l'utilisation que je fais de l'IA. Ce que je propose moi à mes apprenants, j'ai utilisé ou j'ai pas utilisé l'IA, ou de quelle manière je l'ai utilisé. Ah, ça, c'est encore un autre sujet qu'il faudra effectivement peut-être Tout à fait. creuser dans le cadre d'un autre webinaire, un autre groupe de travail d'ENOA. Je vous remercie tous. Vous dire quand même en dernier mot que les retours d'expérience qui vous ont été présentés, hein, par Open Classroom et par le CNAM Pays de Loire sont largement développés, hein, dans les travaux que nous avons menés ensemble et seront mis à disposition de nos adhérents dans leur espace membre. Je pense que ce sera au courant avril, si tout se passe bien. Voilà, je vous remercie sincèrement et chaleureusement, hein, tous nos intervenants d'avoir pris ce temps Merci à d'échange vous. qui était, comme d'habitude, passionnant. Merci. Au Merci à revoir. vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. À bientôt.